me rappelle quand Nicolas Sarkozy avait dit qu'il ne buvait pas de vin, au moment il aurait dû être destitué immédiatement. Bien boire et bien bouffer, j'avais la chance, heureusement, d'avoir une maman, une mère, qui cuisinait très très bien, un mélange de cuisine espagnole, italienne et française. Mais moi, je me mets à la place du lecteur de Valeurs Actuelles ou de téléspectateur de VA+, qui va lire votre livre. Vous comprenez que ça n'a pas été mon postulat premier quand j'ai écrit ce livre, mais enfin, en participant à votre émission, j'essaie de comprendre. Et bienvenue dans un nouveau numéro d'Un verre avec, l'émission qui mêle œnologie et actualité. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir un invité pour le moins prestigieux, Manuel Valls. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre, vous avez été maire d'Evry, vous avez même été candidat aux élections municipales à Barcelone. Vous êtes issu d'une famille d'artistes. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus éloigné de la politique active, même si on y reviendra. Ça ne vous empêche pas de vous y intéresser toujours. Est-ce que justement, vous pouvez nous dire un peu, sachant que sur VA+, on a des téléspectateurs un peu plus jeunes que les lecteurs du magazine papier, voilà, un peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On vous voit sur BFM, vous écrivez des livres, on y reviendra aussi largement. Mais comment vous envisagez la définition de votre activité professionnelle aujourd'hui? Mais moi, je me considère comme un acteur politique. J'interviens une fois par semaine sur BFM RMC. La parution d'un livre me donne l'occasion d'être très présent sur le plan médiatique, parce qu'au fond, un ancien Premier ministre, ça forcément, ça fait du bruit. Il peut s'exprimer, et j'espère surtout qu'on peut l'entendre, l'écouter. Avec beaucoup de liberté, je m'exprime. J'ai des activités plus professionnel à côté, mais moi je me considère comme un politique professionnel. Je mourrai politique, parce que c'est ma passion, la France est ma passion, donc j'ai envie de m'exprimer. Le reste... Vous n'auriez pas pu avoir une activité 100% privée, comme ça arrive parfois chez certains retraités de la politique? Non, non, ça ne m'empêche pas de vivre et de gagner ma vie, de faire du conseil, de donner des conférences, mais d'avoir du temps aussi pour moi, pour réfléchir, pour regarder ce qui se passe dans mon pays, dans le monde, pour participer au débat. C'est vrai que je n'ai plus de responsabilité directe politique, je ne suis pas encarté dans un parti. Je suis un patriote, un républicain, un homme de gauche, et je rentre dans ce débat avec un état d'esprit forcément qui est nouveau. C'est la première fois que je suis sans un objectif, sans un mandat, je ne suis plus dans une course. Ce n'est pas désagréable, même si je suis inquiet sur l'état du pays. Et vous n'êtes plus dans un collectif aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est votre parole en propre qui n'engage pas celle d'un parti, celle d'un gouvernement. Oui, parfois ça me manque. Ouais. D'ailleurs, c'est dans la crise politique et dans l'explosion des partis politiques, ils avaient cela de bon, ils sélectionnaient les candidats, bien évidemment, ils participaient au débat démocratique, mais vous appreniez, moi j'ai beaucoup appris, alors il y avait des grandes figures à l'époque au sein du PS, mais enfin en face aussi, il y avait des très grandes figures politiques. Vous appreniez, on apprend toujours quand même du collectif, c'est vrai dans une rédaction, on apprend beaucoup. Et donc il faut faire attention à ne pas se laisser marginaliser, c'est-à-dire au fond être uniquement dans l'aigreur, dans la rancune, ou uniquement comme ça, comme une pitié qui annonce la fin du monde. Donc je vois quand même beaucoup de monde, des anciens membres de mon gouvernement, des responsables politiques de droite et de gauche, évidemment la presse, des intellectuels. Des ministres en poste actuellement? Oui, bien évidemment, parce que je veux, voilà, même si je suis plus dans l'action au quotidien et dans un collectif comme un parti ou un groupe parlementaire, c'est important de toujours entendre le son de cloche, l'avis des uns et des autres, parce que je veux continuer à dire des choses qui correspondent à la réalité. Je ne suis pas que dans un débat théorique et intellectuel. Est-ce que vous ne privez pas de dire le fond de votre pensée, ou des conseils ou des remarques à Emmanuel Macron, y compris ou pas? Le président de la République n'est pas forcément très accessible actuellement, il y a quand même beaucoup de choses, mais si j'ai des choses à lui dire, je les fais, je fais passer mes messages, je le dirai. J'essaie de le faire de manière générale, dans une forme de bienveillance, sauf quand il y a des vrais désaccords. Avant de présenter ces deux magnifiques objets que nous avons devant nous et la bouteille qui les accompagne, vous parliez des figures, y compris du camp d'en face. Quelques noms comme ça d'adversaires politiques que vous avez respectés, estimés? Moi, je pars du principe qu'il faut respecter ses adversaires, ses concurrents politiques. Vous savez que la politique, souvent, elle est très dure dans son propre parti. Au fond, les adversaires en face,
la droite, en l'occurrence, pour ce qui me concernait, bon, c'est de l'autre côté. La sélection, elle est impitoyable dans son propre camp. Je l'ai vécu d'une certaine manière avec ma participation à deux primaires. Bon, donc, oui, et puis même à l'époque, les congrès du Parti socialiste, c'était quelque oui, chose. mais parce que c'est là où ça joue, c'est là où c'est la première phase de la sélection. Ça a toujours été sans doute comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais la dent plus dure. Mais un François Baroin, un Nicolas Sarkozy, un Jacques Chirac que j'ai moins côtoyé, mais enfin je l'ai connu pendant la période de cohabitation. Oui, vous étiez conseiller au cabinet de Lionel Jospin quand Lionel Jospin était Premier ministre de cohabitation. Et donc il y a eu par exemple des moments très intéressants. J'ai participé en accompagnant le Premier ministre à tous les sommets européens. Et la cohabitation, ça marchait pas mal parce que là, un Premier ministre et le Président de la République, qui alors siégeait au Conseil européen, avait beaucoup moins de pays, ça obligeait à se retrouver sur des sujets aussi importants, je ne sais pas, que la guerre en ex-Yougoslavie, que les questions liées à la PAC, les questions financières, économiques, la préparation du passage à l'euro. Et donc, quand même, j'ai du respect. Donc, non, moi j'essaie de respecter ses concurrents, pas par une espèce de camaraderie comme ça. Bon, à l'Assemblée nationale, c'est ce qui existe. On peut s'engueuler, puis on se retrouve ensuite à la buvette ou en commission. Mais parce que je pense qu'il faut être dans un pays civilisé, donc il faut garder des mœurs civilisées. On va bientôt parler de votre nouveau livre, de Manuel Valls, Zemmour, l'anti-républicain, aux éditions de l'Observatoire, qui va être un peu le gros morceau de notre entretien, parce que évidemment, les camarades de VA+, les jeunes et moins jeunes gens qui viennent sur notre chaîne YouTube connaissent bien la pensée d'Éric Zemmour, parmi tant d'autres, mais donc ils vont être intéressés de savoir ce que vous avez à dire sur lui. Le titre est assez prometteur. Mais néanmoins, comme on est là pas pour beurrer des tartines, comme dirait Édouard Philippe il n'y a pas longtemps à la télévision. Vous savez, pour reprendre une formule célèbre des tontons flingueurs, je suis pas venu pour beurrer les tartines. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Eh bien, dont j'ai écrit une biographie que je vous invite à retrouver dans toutes les librairies. Remarquable. Merci beaucoup. On va commencer par un Chassan Mouraché. Aujourd'hui, on se fait assez plaisir. On reçoit un ancien Premier ministre, donc on a mis la barre assez haut. Un premier cru, Les chaînes vote, Le nom du climat, de Henri Boyau, 2011. Je reviendrai plus tard sur qui est Henri Boyau, qui est un vigneron qu'on respecte et qu'on admire beaucoup ici et qu'on aime beaucoup. Mais Chassan Mouraché, déjà, donc vous voyez où on est. On est en Bourgogne. On est parmi les plus beaux crus de Bourgogne, mais néanmoins, c'est pas comme le Puligny-Mouraché, qui est peut-être le plus raffiné des vins de ce coin-là. C'est un peu moins gras que le Meursault. Voilà, c'est plus dans la finesse. Henri Boyau, petite précision, ne fait plus d'ailleurs de Chassagne Mouraché, donc c'est une pièce assez rare. Il a plutôt opté pour le Saint-Aubin notamment. Et 2011, qui est un millésime dont il m'a dit, je l'ai appelé au téléphone tout à l'heure pour préparer cette émission sérieusement avec vous. C'est un millésime qu'il aimait bien parce que un millésime qui a exacerbé un peu la typicité du Bourgogne, avec un été qui a été correct sur le plan climatique, mais où il y a eu une sécheresse au mois d'août, ponctuée de pluie au mois de septembre, qui fait que les réserves de sels minéraux qu'il y avait dans ces sols sont remontées à la faveur assez brutalement, ou en tout cas rapidement à la faveur des pluies de ce début de septembre, qui accentue la salinité un peu de la bouche de ce Chassagne Mouraché, et qui lui donne, qui le sublime un peu et qui lui donne une vivacité, une fraîcheur un peu supérieure à ce que le chardonnay lui apporte déjà. Donc je vous propose qu'on le goûte, même si pour tout vous dire, on a déjà un peu goûté tout à l'heure parce que la mise en place était longue et c'était compliqué de résister. Bon, honnêtement, il y a un nez qui est superbe, qui est vraiment complexe. Un nez à la fois fruité, de la profondeur. Et donc, c'est vraiment très bon. On a tous les arômes du chardonnay, un peu pain grillé, un peu beurré. Et en même temps, voilà, c'est moins gras, c'est vrai, qu'un Meursault. C'est très très bon. J'ai fermé les yeux et en vous écoutant, pratiquement, c'est sans doute en Bourgogne dont on parle le mieux de cette relation avec ce nectar. Au Havre, lors d'un dîner avec Édouard Philippe, il m'avait dit attention, c'est vrai qu'en Bourgogne, vous faites 30 mètres, vous changez de monde. C'est-à-dire que vous passez d'un sol argilo-calcaire à quelque chose de peut-être beaucoup plus minéral et justement moins gras. Et tout d'un coup, votre vin bascule avec la même appellation, mais pas le même climat, justement, dans un univers complètement différent. Et c'est vrai que c'est ça qui
Ces petits domaines qui font les clos, les côtes de nuit, les côtes de Beaune, en fonction de l'exposition du soleil, du climat, du froid. Là, on va avoir une saison compliquée cette année 2021. Le Covid n'a rien à voir avec cela, mais le climat, donc une récolte, on va dire, une vendange, il y a eu les 5 glaces. Il y a des vignerons, il faut le dire, hein, qui ont perdu la moitié de Qui ont perdu la moitié. Mais on vit avec ça, mais c'est vrai que, vu ces exploitations qui sont petites, elles sont à la merci des mouvements climatiques. Mais il y a une manière d'en parler, un rapport à la terre, des changements, vous le savez parfaitement, en 30-40 ans, qui ont profondément fait évoluer. Moi, je suis d'une génération où, franchement, bon, j'avais des copains qui aimaient ça, mais bon, quand vous aviez 18-19 ans, on ne s'intéressait pas, il y avait les Bordeaux, mais à ce moment-là, la Bourgogne commençait à vivre une révolution majeure. C'est pas très politiquement correct, mais en Bourgogne, le réchauffement climatique, d'une certaine manière, a fait du bien. C'est-à-dire que pour le pinot noir, ça permet de le vendanger un peu plus tôt, pour le rouge, et pour le blanc, avant on faisait des vendanges au même moment, hein, du blanc et du rouge en Bourgogne, et maintenant ils sont obligés de vendanger 15 jours plus tôt le blanc, pour que le blanc ne soit pas trop gorgé de soleil et ne perde pas trop en acidité, mais donc bon, ça permet aussi aux vignerons justement d'être plus précis. Moi je suis allé dans un domaine qui est le domaine Prieur, Jacques Prieur, ou du Montrachet au Clos-Vougeot, en passant par le Volnay, là, espèce de montée de litanie jusqu'au Morceau, des années extraordinaires de 2011, 2015, 2017, donc les choses extraordinaires. Quand on plonge dans les caves, quand on se promène là au milieu des vignes avec des paysages qui sont très beaux, et le Bourguignon, l'homme, femme. Le Bourguignon, il est très particulier. C'est une terre en plus qui est très intéressante, avec cette capitale incroyable qu'est Dijon. Alors pour moi, en plus, c'est un mélange, parce que c'est aussi la terre de Charles le Téméraire, mais aussi de Charles Quint. Ça a été une terre espagnole en termes de conquête. Elle est profondément française. Il se passe là quelque chose. C'est très magique. Oui. Très magique. Donc on vous reçoit notamment parce que vous avez écrit ce livre, Manuel Valls, Zemmour l'anti-républicain. Si on était un peu taquin, on vous dirait, tiens, Manuel Valls profite de la notoriété soudaine de Zemmour et de son image. Mais soyez taquin, soyez taquin. Dans la vie politique et peut-être donc profiter de la Zemmourmania, même si c'est pour l'attaquer par sa face nord. Et puis la deuxième chose qui nous interpelle, c'est l'anti-républicain. Je ne sais pas si les téléspectateurs de VA+, font cette nuance, mais pour ceux qui suivent votre carrière, votre discours politique depuis quelques années, vos engagements, vos valeurs, hein, une certaine solidité par rapport à l'ère du temps dans vos prises de position, on sait que parfois, voilà, vous êtes aussi la cible du politiquement correct, des bien-pensants, sans vouloir utiliser des expressions toutes faites, mais que vous aussi, ça vous arrive, un peu comme Éric Zemmour, de parler à rebours de l'ère du temps. Est-ce que vous n'avez pas eu peur en vous lançant dans ce projet, même si après je viendrai sur le fond et vous expliquer, notamment dans votre vision de l'histoire, et puis sur certains grands sujets comme la peine de mort, par exemple, que vous avez vraiment des différences de fond, hein, différences de fond et précises et techniques avec Éric Zemmour, mais que le projet en lui-même ne vous range pas dans un camp qui n'est pas le vôtre, en tout cas qui n'est plus le vôtre, c'est-à-dire le camp de ceux qui ont la critique facile contre les parias officiels de l'ère du temps. D'abord, j'ai écrit sur Éric Zemmour dans mon livre précédent, qui est paru il y a quelques mois, hein, au mois de mars dernier, où dans un chapitre, nous en avions d'ailleurs discuté, où je disais au fond une France que je n'aime pas pour aller vite, et au fond je décrivais plutôt la tenaille identitaire, cher Agile Clavreul et à Laurent Bouvet, où je disais dans un chapitre où je parlais et d'Assa Traoré et d'Éric Zemmour. Et au fond, je disais, ils sont les deux mâchoires de cette tenaille identitaire. Et du coup, nous avons débattu avec Éric Zemmour, parce que je pense qu'il faut débattre sur les arguments. Vous êtes là face à l'info. Face à l'info, Zemmour et Nolo, parce qu'il faut débattre. Parce que lui-même, d'ailleurs, a sa propre conception gramscienne, d'ailleurs, il le dit, de gagner la bataille culturelle pour ensuite gagner la bataille politique. Donc, il faut lui répondre. Et deuxièmement, il ne s'agit pas de dire qu'il n'est pas démocrate ou qu'il ne peut pas concourir à l'élection présidentielle. Au contraire, il représente un courant politique d'idées qui est là. Mais j'essaie de comprendre pourquoi il a provoqué
volontairement ces controverses sur l'innocence ou pas du capitaine Dreyfus, sur le rôle de Pétain, son lien ou pas avec De Gaulle, la guerre d'Algérie, etc. etc. Et c'est ce que je dis dans le livre. À la fois, c'est au service d'un projet politique, qui est la réunification des droites, car il considère que Le Pen ne peut pas le faire, donc lui peut le faire, réunir et faire sauter cette barrière qui a existé jusqu'à maintenant entre la droite républicaine et l'extrême droite, et ensuite parce que les exemples comme celui de l'affaire Dreyfus, comme 1940, une forme au fond d'excuse au maréchal Pétain, participe d'un projet chez lui de critique puissante, voire de contestation du régime républicain. Je ne sais pas s'il est monarchiste, non, mais en tout cas, au nom d'une certaine continuité de l'histoire, il considère que la République n'est qu'un moment. Et moi, au contraire, comme républicain, très clémenciste, parce que lui s'inscrit dans un courant, qui est celui de Bainville, qui est celui de Maurras, je conteste et je lui oppose, ce fut la grande controverse de la fin du XIXe siècle, ce courant politique, évidemment, adapté, modernisé au temps d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'il est anti-républicain. Ce n'est pas pour le mettre de côté, ce n'est pas pour l'éloigner de l'espace politique. Il y est. Il y a les Français qui sont intéressés par là. Et s'ils sont intéressés, c'est parce qu'ils... C'est ça d'ailleurs un peu le piège du mot anti-républicain. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ah bon, mais Zemmour se présente à l'élection présidentielle, Zemmour ne remet pas en cause... Prolonge le débat, vous voyez bien. 1789, le combat de Zemmour, il n'est pas institutionnel, même si, évidemment, comme tous les candidats à l'élection présidentielle, il y a la rénovation de la démocratie dans ses idéaux politiques. Mais ce n'est pas quelqu'un qui veut tout rejeter de l'héritage républicain. Non, mais c'est sa conception mais oui, j'espère, et puis après il y aura un peu de rouge, c'est sa conception précisément de la République et de l'inscription dans ce... Vous vouliez différencier sa République de la vôtre. Et donc du coup, là, c'est un débat, pas un débat sur est-ce que la France a commencé avec Clovis ou avec Charlemagne, quels ont été... Non, là, on est sur... comment on analyse la Révolution française, entre l'historiographie plutôt néo-marxiste et celle de Furet, il y a des débats, il y a des controverses, elles sont utiles, les historiens ont leur place. Non, là, il prend des exemples qui parlent. Et si notamment il y a cette forme de réhabilitation de Pétain, c'est précisément parce que Pétain, c'est la revanche aussi des anti-Dreyfusards. Donc ce sont des moments qui ne sont pas des anecdotes. Ce n'est pas un débat uniquement, je le dis pour les jeunes qui nous entendent ou qui nous écoutent, ce n'est pas un débat être historien, parce qu'il le met au service et d'une conception de la France, et donc de la République, et d'un projet politique que j'évoquais il y a un instant. Mais puisque vous parliez du mot controverse, est-ce que vous ne diriez pas tout de même, si je fais l'exégèse des débats qu'il y a eu autour d'Éric Zemmour ces derniers mois, que son erreur elle est plus politique et stratégique en tant que candidat, de rentrer dans ces controverses historiques ou dans des émissions où on n'a pas le temps, dans une position où c'est pas ça qu'on attend exactement de lui, puisqu'il est candidat à l'élection présidentielle et nous ne sommes pas à un colloque au rendez-vous de l'histoire de Blois où des Sorbonnards ferraillent entre eux, que moral, comme on l'a entendu, et comme votre titre le laisse un peu entendre. C'est-à-dire que on a le droit d'avoir des débats historiques. En revanche, il faut être légitime pour les poser et puis voilà, choisir son moment, etc. Mais son erreur n'est-elle pas plus politique selon vous? Et sur la morale de côté, même si la morale ou l'éthique ont leur place, par exemple, moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce débat entre les Français juifs et les Français étrangers. Si on parle de déportation et de gens qui ont terminé dans les fours crématoires de Auschwitz. Donc, il faut... Mais j'ose espérer que Éric Zemmour serait d'accord avec vous, j'imagine. Oui, mais quand il y a cette distinction, au fond, Pétain a sauvé les Français juifs et il a livré les étrangers pour sauver les Français. On rentre là dans un débat qui, en plus, du point de vue historique, est faux. Mais non, c'est un débat profondément politique. Une part de succès est liée, d'abord, au goût de nos compatriotes pour l'histoire. Deux, parce qu'il a... Et c'est quel paradoxe? Parce il rend, au moins pour une partie électorale, une forme de fierté. Voilà, il faut être fier des Français. Et lui défend, de ce point de vue-là, il n'a pas tort, une continuité de l'histoire. La Révolution française est un moment évidemment
essentiel pour notre ère moderne, mais la France existait avant, et puis les philosophes des Lumières, c'était pas pendant la Révolution, c'était avant. Et puis l'Empire a énormément contribué à ce qu'est la France d'aujourd'hui. Je veux parler des deux Napoléons, d'ailleurs, de Napoléon Ier comme de Napoléon III. Mais il le met au service précisément d'une certaine vision de la France et d'un projet. Une part de succès est liée aussi au fait qu'il n'est pas un politique. Et enfin, une part de succès, vous avez fait cette remarque tout à l'heure, est liée au manque. Il est le symptôme aussi, à la fois des erreurs stratégiques de la droite, mais aussi de la gauche. Il s'est nourri du fait qu'une partie de la gauche, non négligeable, a abandonné l'universalisme, la laïcité, la nation. On pourrait dire que la nation était plutôt une idée de gauche, quoi, si on parle de la... Moi, il y a cette citation de Jaurès que j'aime beaucoup, la nation comme étant le dernier bien des pauvres, Oui, par exemple. exact, et puis je prends cette citation, cette référence de Jean Daniel dans son dernier livre posthume, et il dit « J'en veux à la gauche d'avoir abandonné la nation, le patriotisme, la laïcité, aux communautaires, à ceux qui mettent en question la laïcité, l'égalité hommes-femmes, etc. » Donc, donc oui, les manques de la gauche républicaine, qui ne s'est pas suffisamment battue, qui a laissé, alors sans même parler de la puissance de cette culture américaine, à travers la cancel culture, le wokisme. Vous en parlez dans votre les livre. médias. Oui, j'en ai beaucoup parlé dans mes livres précédents. On me connaît plutôt pour être très sévère avec la gauche, sur les gauches irréconciliables, bien évidemment. Théorisé dans l'Obs il y a très très longtemps, effectivement. Je dis attention aussi, c'est pas, nous avons laissé un espace énorme, attention à ce qui peut se passer, à une forme de remise en cause précisément de cette idée de la République que je me fais. Mais moi, je me mets à la place du lecteur de Valeurs Actuelles ou de téléspectateur de VA+, qui va lire votre livre. Vous comprenez que ça n'a pas été mon postulat premier quand j'ai écrit ce livre, mais enfin, en participant à votre émission, j'essaie de comprendre. Il y a cette histoire de la tenaille identitaire, et que vous avez évoqué tout à l'heure, que vous évoquez dès le début de votre livre. Et est-ce qu'il n'y a quand même pas une différence, pour reprendre justement le comparatif de votre avant-dernier livre, entre Assa Traoré et Éric Zemmour, c'est que il y en a un qui défend un héritage pour le proposer à tous, et d'autres qui, eux, poussent des identités particulières, on dit même des minorités actives maintenant, contre la possibilité d'une idée commune. C'est quand même deux projets qui n'ont pas les mêmes visées. Je suis ce soir avec vous. Et mardi soir, j'étais à une émission sur France 5 qui s'appelle « C'est ce soir ». Ah oui, c'est pas exactement oui. la même ligne que Valeurs Actuelles, Non, effectivement. mais c'était la même question. D'accord. C'est-à-dire, c'était la même question. Je crois que c'était Laure Adler, Oui. la directrice de France Culture, que je connais bien, conseillère de François Mitterrand. Distingué pour avoir engueulé François-Olivier Gisbert il n'y a pas longtemps dans cette émission. Exactement, mais qui me dit, vous ne pouvez pas comparer l'extrême gauche, niant même d'une certaine manière l'antisémitisme, la haine d'Israël, Oui. Dans les judeophobie. regroupements de la gauche que vous avez listé tout à l'heure, il y a aussi ça. Hein. Oui, j'étais là. L'abandon des Juifs. J'ai d'ailleurs été l'un des premiers. Ce qui me frappe, c'est que, par exemple, l'utilisation du mot race blanche pour défendre ce qu'est la France, je mets des guillemets, du côté d'Éric Zemmour, trouvant d'ailleurs un écho dans notre pays. Honnêtement, Éric Zemmour parle moins de la blanchité que Assa Traoré Et de l'autre côté, du privilège blanc. Précisément, et la critique du privilège blanc, et au nom des minorités. La défense, au fond, d'une identité propre qui est la couleur de peau, même si, évidemment, il faut lutter de toutes nos forces contre le racisme et les discriminations. Et donc, c'est les deux. Et donc, moi, pour comprendre aussi le succès d'Éric Zemmour, par exemple, c'est son analyse, juste d'ailleurs, sur le fait que, par exemple, beaucoup de Français juifs sont partis de banlieue parce que l'islam politique, l'islamisme rejetait tout ce qui n'était pas correct. Donc les deux se nourrissent au nom précisément d'une conception racialisée de la Mais sur la visée de projets communs, est-ce que vous nous accordez que les conservateurs de droite, et donc j'embrasse un peu plus large que Éric Zemmour, eux défendent un projet commun au nom d'un héritage, et que les minorités actives, eux,
cherche pas à créer du commun, ne cherche pas à renforcer un sentiment collectif. Il cherche juste la reconnaissance d'individualité ou de minorité. Ou alors ils reprennent là où la thèse de la note de Terranova, mais c'est un peu plus compliqué, ou enfin, en tout cas, le concept de créolisation de la société française, qui est celui de Jean-Luc Mélenchon, s'éloignant alors totalement des rives républicaines qu'il a par le passé défendues, qui au fond, nous sommes société multiculturelle, une addition de parcours, même si les uns et les autres peuvent se défendre, disant ensuite il y a les valeurs qui nous rassemblent. Nous sommes dans un moment, et pas seulement en France, de tension de ce que sont nos sociétés. Rien de tout cela ne m'échappe d'une certaine manière. On peut essayer d'entendre, de comprendre la peur de perdre son identité. Ce n'est pas propre à la France. Le mouvement qui a conduit Donald Trump au pouvoir, c'est à la fois la peur de la Chine, d'un point de vue économique, mais aussi la peur de perdre son identité dans le Middle West américain. Et en France aussi, cette peur existe. C'est pour ça que même des thèses comme le remplacement trouvent une forme d'écho dans un certain nombre de secteurs de notre pays. Et de l'autre, on peut comprendre que ceux qui se sentent discriminés bougent. Mais du coup, on abandonne ce qui me paraît essentiel, c'est-à-dire la nécessité de se retrouver autour de valeurs communes. Et au fond, par une phrase, vous venez de me donner la possibilité de poser une question qui est, au fond, de quoi est fait Zemmour, de quoi sont faites toutes ces droites qui aujourd'hui sont en mouvement et qui s'interrogent dans une grande recomposition, parce que je pense que c'est un des sujets majeurs de cette élection présidentielle. C'est un peu ma conclusion, ça on y reviendra, mais je vous laisse poser donc cette problématique. Voilà, donc où en sont ces parlons pas de fascisme, c'est un courant politique donné, né en Italie, évidemment, avec son prolongement terrible en Allemagne, très peu présent dans notre pays, très minoritaire. Mais en revanche, il y a des droites, on prend la vieille définition de René Raymond, mais si on l'adapte à aujourd'hui, qui sont en mouvement, qui sont en restructuration. Et donc ce que Zemmour cherche à faire, c'est la réunification de ces droites, d'un point de vue intellectuel. De toute façon, il a marqué déjà cette campagne, quoi qu'il arrive. Et donc, ce qui est intéressant, certains peuvent dire dangereux, je le dis, je dis attention, c'est que c'est la réunification de ce qu'a été la droite le péniste, aujourd'hui zémourienne pour une partie, et cette réunification, sur quoi elle va se faire ? Ah, et donc là, c'est là où il y a un vrai débat. Qui est une droite conservatrice, qui est une droite attachée à un certain nombre de traditions, et au-delà même de la droite, des Français qui sont attachés, moi je peux le comprendre. On est en train de parler là de belles traditions. Mais est-ce qu'on parle d'un pays rêvé ? Est-ce qu'on parle d'un pays réel ? Est-ce qu'on parle du pays qu'on va bâtir ? Comment on le fait pour éviter la guerre civile que Éric Zemmour semble vouloir éviter, mais à chaque fois qu'il enflamme le débat, ou qu'il explique par exemple qu'au fond le bon musulman c'est celui qui est dans le box des accusés des procès du 13 novembre, il enferme tous les musulmans, comme les djihadistes d'ailleurs, dans la même logique. Et ça c'est pas possible, parce que là c'est les ferments d'une confrontation majeure. Bon, on a un débat sur l'islam, il y a un débat au sein de l'islam. J'étais l'un des premiers à mettre les noms là où il fallait, mais en tout cas confondre tout dans un seul mouvement, ça me paraît dangereux. Moi, j'aurais tendance à vous rétorquer quand même que, puisque vous parlez de René Raymond et des trois droites, légitimistes, orléanistes et bonapartistes, c'était quand même plutôt François Fillon qui, jusque-là, dans sa campagne de 2017, avait, de l'avis de tous, réussi à les réunir. Et je pense qu'Éric Zemmour, je suis d'accord avec vous, effectivement, il a de fait d'ores et déjà marqué cette campagne, mais il n'a pas encore réussi, comme François Fillon avait pu le faire pendant quelques mois, avant que les affaires viennent... Ou surtout Nicolas Sarkozy en 2007. Oui, mais est-ce que Nicolas Sarkozy avait réussi, par exemple, tant que ça, à convaincre la droite légitimiste ? Il y avait le bonapartisme de l'autorité, il y avait l'orléanisme du libéralisme économique, mais la droite... Il avait réussi à marginaliser le Front National, en tout cas le vieux Le Pen. Ça, c'est sûr. Mais sur le plan sociétal, voilà, je ne sais pas si la droite légitimiste le suivait autant que François Fillon en 2016. Mais parce que ce sont des courants profonds qui existent un peu partout. Je pense, alors parce qu'on s'éloigne peut-être de la guerre, ou parce que tout simplement il y a de nouvelles aspirations, ou de nouvelles craintes, ou de nouvelles peurs, on sent qu'il y a des recompositions. Elles s'organisent d'ailleurs souvent autour de pôles plutôt radicaux ou de radicalité à gauche,
et à droite. Donc On le voit dans la presse aussi, d'ailleurs. on le voit dans la presse, on le voit dans les médias, on le voit dans la manière de s'exprimer. Dans le cinéma. Une des conséquences de tout cela, c'est quand même une forme de violence verbale qui ensuite peut passer. Peut passer aussi à des formes d'autres types de violence. Donc soyons extrêmement prudents parce que je sens la société est extrêmement déchirée. Les Français sont paradoxaux parce qu'on peut tous se retrouver autour d'un bon repas, d'un bon vin, discuter. Et de l'autre côté, on sent des tensions que moi je ressentais quand je gouvernais une ville ou quand j'ai gouverné le pays, mais pas à ce point. Oui. On était encore dans un moment, ça basculait très vite, on était dans un moment où encore on avait les uns les autres des repères. C'est plus que les gauches qui sont irréconciliables maintenant, c'est effectivement des pans entiers de la société. C'est comme dans le tennis, hein, on va faire un changement de balle, donc je vous invite à déguster votre blanc parce que de toute façon, j'ai pas de verre supplémentaire pour cette petite transition où nous allons passer au rouge. Et donc, pour le rouge, alors on est sur un Bourgogne générique. C'est très compliqué de trouver du vin d'Henri Boyau dans Paris. Hein. J'ai fait deux caves, pour être très franc, aujourd'hui, pour tomber sur 2 bouteilles de lui. Là, c'est son Bourgogne générique. Alors, donc, pas d'appellation particulière, mais comme on est sur un très bon vigneron, je peux vous dire que son Bourgogne générique est tout à fait fabuleux. Et de toute façon, c'est un vigneron qui tient à ce que son entrée de gamme, hein, puisque c'est son entrée de gamme, soit particulièrement alléchante. Par ailleurs, il se trouve qu'en général, les Bourgognes génériques ou les vins génériques hein, d'un vigneron qui par ailleurs aurait des appellations, soit des vignes plantées à l'ombre, au mauvais endroit du village, etc. Lui, pas du tout. Le Bourgogne générique d'Henri Boyau, c'est un mix d'appellations déjà quand même assez prestigieuses comme du Centenay Premier Cru, il y a du Pernan Vergelès, il y a du Marsanais, il y a du Chassagne, et il y a 5 de raisins qu'il achète, et il y a 5% de ses vignes propres. Voilà, moi je trouve qu'on retrouve un peu la typicité du Volnay, il fait un très très bon Volnay. C'est vraiment pour moi le plus beau vin rouge de Bourgogne. Et vous allez voir que ce Bourgogne générique d'Henri Boyau est absolument sublimissime. Donc le cépage du Bourgogne rouge, c'est le pinot noir, de même que c'est un monocépage en blanc avec le chardonnay, c'est du pinot noir en Bourgogne rouge. Millésime, on est encore sur de 2011, avec beaucoup de fruits noirs dus à la météo qu'on a évoquée tout à l'heure. Une petite récolte, hein, c'était pas une année en termes de sur le plan quantitatif qui était incroyable, mais en revanche qui a donné voilà, un pinot noir qui donne une impression de fruits bien mûrs, du cassis, de l'arôme, même me dit-il, hein, sur du 2011 de truffes, comme voilà, ça fait quand même déjà 10 ans, on passe sur de l'arôme secondaire, comme on dit dans la dégustation de vin, avec un peu d'épices. Et voilà, donc je vais vous servir de... Très bien, oui, parce que vous en parlez très bien. Alors j'en parle très bien, je vous cache pas que... Je vous cache pas que le fait d'avoir parlé au vigneron cet après-midi m'a quand même beaucoup aidé pour mettre des mots sur les sensations qu'on risque d'avoir. Et... voilà, il y a un côté charmeur du pinot noir, effectivement. Ce qui est assez intéressant avec le pinot noir, c'est que c'est un raisin quand vous le mangez dans la vigne. Évidemment, quand vous achetez du raisin pour vos desserts au supermarché ou chez le primeur, c'est pas du raisin qui sert à faire du vin. Et quand vous prenez du Cabernet Franc, par exemple, à Bordeaux, qui sert à faire qui est un des cépages du Bordelais, c'est pas spécialement bon à la dégustation. Le Pinot Noir, vous pouvez le manger dans les vignes. Alors, vaut mieux en faire du vin parce que la rentabilité est meilleure, mais il y a déjà un très beau bouquet de fruits que vous ressentez en bouche quand vous mangez du Pinot Noir. Et voilà, et là, on trouve quelque chose de effectivement très bien fait. Alors, boire du vin, bon, cette heure-ci, c'est quand même l'heure de l'apéritif. Oui. Alors, ça, vu qu'on n'est pas diffusé en direct, je précise qu'il est quand même passé 7h30 du soir. Du soir, vous avez raison de le préciser, tout en parlant politique et d'Éric Zemmour, ça pourrait quand même me provoquer, moi, peut-être quelque chose de négatif. Non, vous voyez, c'est ça la France. Non, mais écoutez, franchement, en tout cas, c'est très bien. Et quelque part, je suis content d'avoir trouvé que du générique, entre guillemets, et pas une appellation village, parce que ça montre aussi que quand il y a le talent du vigneron, quand il y a le talent, quand il y a la qualité du terroir, il n'est pas nécessaire, ça c'est une bouteille accessible, hein, je veux dire, il n'est pas nécessaire d'aller forcément chercher des très grandes appellations pour trouver un vin qui est déjà
un peu exceptionnel. Ça, c'est comme un tableau, hein. Je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut que ça soit quand même le cœur, la sensibilité de chacun, les sens, parce que là, on parle de sens, on parle du palais, on parle du goût, on parle de ce que cela provoque. Vous avez bu du vin tôt dans votre vie À quel âge vous diriez que vous avez eu vos premières vraies émotions et que vous avez commencé à choisir vos bouteilles? Tard, vous savez, je suis très copain avec Alain Boer. Oui, qui vient de sortir un livre chez Fayard sur ses expériences gastronomiques. Remarquable gastronomique. Et déjà, lui, il cuisinait. Et alors, nous, on est quand même entre la cité, enfin, entre le resto U et les restos chinois, avec des repas de 5 francs aux Olympiades dans le 13e arrondissement. Notre rapport à la cuisine, j'avais la chance, heureusement, d'avoir une maman, une mère qui cuisinait très très bien, un mélange de cuisine espagnole, italienne et française. Les congrès du PS, avec quelques avantages, parce que je me rappelle en 81, alors ça c'est peut-être ma première expérience au congrès de Valence, le fameux congrès où on croyait déjà dans un acte révolutionnaire, on annonçait les têtes qui devaient tomber, mais ça nous allait chez Pic. D'accord, Anne-Sophie Pic. Et donc le père, à l'époque, bah oui, et donc le père, je pense. Hein, et donc là, ses premières expériences. Alors d'une cuisine de terroir, très française. Bon, donc et on apprend, et la politique, d'ailleurs vous avez raison de mêler les deux. Moi, je racontais dans mon livre précédent, la politique, c'est-à-dire tourner dans les départements, comme on dit, dans les fédérations, quand vous êtes jeune, responsable, et ensuite vous prenez d'autres fonctions. La politique m'a permis de découvrir la France, de connaître tous les noms des départements, et puis de découvrir, parce que malgré tout, il y a un moment ou l'autre, vous allez chez un militant, mais il vous amène au restaurant, et parfois, dans un très bon restaurant, quand c'est des terres qui aiment. Vous avez goûté les vins de à peu près tous les terroirs français. Tout. Du Jura, de la Loire, oui, absolument. Des Châteauneuf-du-Pape, des Bordelais. Des choses magnifiques dans le Rhône. Et donc, et puis quand vous prenez de plus en plus de responsabilités, en plus il y a une relation qui existe entre les grands restaurateurs, enfin les grands chefs, les crus, la politique, la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Je retrouve la France, et il faut l'aimer pour ça, parce que tout ça est un vrai. Je me rappelle quand Nicolas Sarkozy avait dit qu'il ne buvait pas de vin, au moment il aurait dû être destitué immédiatement. Alors oui, mais vous dites Nicolas Sarkozy, moi je dis que François Hollande aussi aurait dû être destitué parce qu'il a voulu vider les caves de l'Élysée et de Matignon. Quand il est arrivé au pouvoir en 2012, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais dans mes souvenirs, il y avait cette idée qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop de grands crus dans les caves de la République, ce qui, moi, évidemment, me paraît une aberration totale, parce que c'est évidemment l'honneur de la France de pouvoir servir à des invités, que ce soit étrangers, mais aussi quand un ministre reçoit ou un Premier ministre dîne après une réunion de travail, qui puisse effectivement honorer les grands vignerons français, non? Il y a, oui, les politiques, un peu démago, quoi. Les politiques ont fait une erreur stratégique majeure, qu'on retrouve partout. Hein. C'est de se croire normaux. Moi, je pense que quand on décide de se vouloir représenter, même au niveau d'un village, évidemment au niveau d'un pays, son peuple, c'est un acte égotique tout particulier. C'est un acte politique majeur. Alors justement, quand même, le président. Parce que là, on a envie d'être les petites souris dans les dîners de Manuel Valls à Matignon. Vous avez bu des cheval blancs, vous avez bu des Smith au Lafitte. J'en ai pas abusé, mais quand il y avait une... Non, mais attendez, on n'est pas là pour... Quand il y avait une très forte personnalité. Je vais vous raconter une aide. Le président tchèque, là, qui est venu une fois, donc ça devait être en 2015 ou 2016, et dans l'après-midi. Et évidemment, on sert de l'eau et des jus d'orange. Il m'a dit, très déçu. Il m'a dit, mais c'est pas ça la France, monsieur le Premier ministre. Donc il a réclamé des bons vins. Alors qu'est-ce que vous lui avez servi? Je crois que c'était un Bourgogne. Mais quelque chose de très haut niveau. Remarquable. Le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, quand il rencontre des dirigeants français, il exige. Il exige. Bourgogne. Donc, parce que c'est la marque de la France. Nous ne pouvons pas nous confondre, nous ne pouvons pas nous résumer à cela. Mais ça fait partie de ce que, vous avez de ce que nous sommes. Qu'est-ce que vous allez sur une île déserte, vous voulez partir avec quoi? Avec une caisse de Bourgogne, un vieux Bordeaux, de la vallée du Rhône? Comme j'ai toujours des aspirations politiques, vous vous rendez compte, la question que vous me posez, et je risque de me fâcher avec les uns et les autres. Je veux dire qu'avec le temps, peut-être avec l'âge,
Il y a des choses magnifiques dans le Bordelais ou dans le Rhône, et nous parlions du Sud aussi, les Corbières, et il y a des choses tout à fait exceptionnelles. Saint-Loup, Et puis, oui, et puis ça dépend des moments. Ça dépend des moments, en vacances, l'été, en fonction du climat, il fait froid. Pas la même chose. Le corps, là, il faut se laisser guider par les sentiments et les sens. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je suis Bourgogne. Oui. Et plus en rouge. Et plus en rouge, mais peut-être y compris pour des raisons presque personnelles, c'est autre chose. J'ai un autre rapport rouge, celui que nous avons goûté il y a un instant, était remarquable. Bravo pour le choix. Bien boire et bien bouffer, ça fait partie de ce qu'est la démocratisation et l'égalité qui est une passion française. Alors pour terminer ce délicieux moment, tant sur le plan vinicole que sur le plan de la discussion, est-ce que vous pouvez nous aider, parce que bon, vous savez, nous à la base on ne connaît pas trop ce camp-là, à nous expliquer ce qui se passe à gauche en 2021. Là on est le 12 janvier, je m'y perds, le 12 janvier 2022, pardon, et on voit une primaire de la gauche, on voit Christiane Taubira, on voit Anne Hidalgo, on voit des sondages d'intention de vote rikiki, Mélenchon qui est vraiment le leader incontesté, mais avec des intentions de vote qui ne sont pas non plus faramineuses. Bon, où est-ce qu'on est la gauche en fait en 2022 ? Mais vous savez, quand il y a des courants de fond, c'est-à-dire quand on a abandonné l'universalisme d'un côté, et au fond l'idée de gouverner, au fond on choisit l'opposition pour l'opposition, la critique pour la critique, l'agitation, le discours de l'union pour l'union ne servent à rien. Et quand vous glissez sur un toboggan, vous agitez ne fait qu'accélérer le mouvement. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé pendant un long moment pendant la Ve République, à partir au fond de 1965 et mettons de côté la parenthèse de 69, c'est que le Parti socialiste, c'était le génie de Mitterrand, a dominé la gauche progressivement, le Parti communiste qui était puissant, et a pu du coup lui promettre la possibilité de gouverner. Là c'est fini ça. D'une certaine manière, ma défaite à la primaire il y a tout juste 5 ans, presque jour pour jour, a scellé la fin de la gauche du gouvernement. Et donc du coup, cette présidentielle, il y a une petite primaire, toute petite, à gauche de l'échiquier. Pour le moment, on se dit, mais qui va être le premier ? Mais sans aucune possibilité, non seulement de gagner, mais de concourir, d'être au second tour. Alors, on ne sait jamais, il peut y avoir des mouvements, il peut se passer des choses, mais moi, j'étais frappé par le fait que Anne Hidalgo, pour qui j'ai plutôt de l'amitié et du respect, mais propose de sortir du nucléaire, parce que nous avons fait au gouvernement, de restaurer le droit de vote des résidents étrangers non communautaires. C'est impossible sans une réforme constitutionnelle, et puis c'est agiter un drapeau rouge, un chiffon rouge, ou propose de supprimer le CICE, qui était une réforme fiscale importante de soutien à l'offre et à l'activité économique des entreprises sous le quinquennat de François Hollande. En tout cas, l'une de ses réussites qui a d'ailleurs été bien utile à Emmanuel Macron après. Bon, donc on s'éloigne totalement de la culture du gouvernement. Et donc, tant qu'on n'a pas retrouvé l'universalisme et la volonté de gouverner, et puis réfléchir aux faits identitaires, c'est là où Laurent Bouvet était très important, et moi je me suis inscrit dans ce courant d'idées, la gauche ne reviendra. Elle est en crise partout. La particularité française, c'est qu'elle a renoncé en plus au pouvoir. Alors justement, quand même, vous dites Laurent Bouvet, en quelques mots, est-ce que vous pouvez rappeler qui il est, en quoi sa disparition vous touche, et en quoi son œuvre, en tout cas ses réflexions, disent beaucoup de la trajectoire de la gauche ces dernières années? Laurent Bouvet, issu d'une longue maladie, comme on dit, qui l'enfermait, est parti ou a décidé de partir, jeune, 50 ans à peine, un garçon d'ailleurs qui aurait partagé avec nous, avec plaisir, ce Bourgogne, et qui a conceptualisé au fond le concept d'insécurité culturelle, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, les questions identitaires qui sont majeures, ça il faut le comprendre, y compris pour répondre à Éric Zemmour. Question identitaire, nous avons tous une identité, nous avons tous des racines.
nous ne sortons pas de nulle part, et du fait que la gauche, à un moment, au fond, s'est retrouvée contre le peuple, à la fois sur les questions sociales, sur les questions identitaires, sur la problématique européenne, et la gauche qui est censée représenter le peuple, le prolétariat, les ouvriers, les salariés, les employés, s'est totalement déconnecté, avec eux. Donc, et cette réflexion, on ne peut pas la résumer seulement à cela, est là, plus avec Gilles Cavrolle, ce concept de tenaille identitaire que nous avons déjà évoqué, c'est-à-dire un intellectuel, un universitaire républicain accusé, mis au banc, vous le rappeliez tout à l'heure. Moi, j'étais traité de fasciste, lui aussi, d'extrême droite, le printemps républicain qu'il a fondé, qui visait précisément à porter ses idées, encore aujourd'hui, dans une partie de la presse de gauche est mise en cause. Il était un de ces intellectuels parce qu'une des particularités de la France, lui, Jacques Julliard, Elisabeth Badinter, Caroline Fourest, sont des intellectuels de gauche, ou des militants de gauche, qui précisément n'ont pas accepté ces évolutions de la gauche. Ils ont dû commencer peut-être en 1989 avec l'affaire du foulard des filles, des collégiennes de Creil. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement 2022, quand je parle de 2022, ça sera l'après l'élection présidentielle, sera la vraie étape de la rénovation politique en France, au sens où il y a eu cette décomposition politique avec voilà, ce parti socialiste qui aujourd'hui se retrouve quasiment vidé de sa substance, avec la gauche en miettes, avec des surgissements de candidats imprévus, mais que la recomposition n'a pas eu lieu en fait. Non, et nous sommes dans la décomposition, C'est ça. dans la déconstruction, et pas seulement sur l'histoire, et elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que Cette recomposition, elle va avoir lieu après l'élection présidentielle forcément ou même pas? dans d'autres pays, peut-être moins aux États-Unis, mais dans d'autres pays, en tout cas en Europe, les vieux partis ont réussi plus ou moins, pas partout, mais à tenir le choc, le coup, grâce au système électoral, et puis parce que d'autres formations politiques ont échoué. Chez nous, la gauche, et notamment le Parti socialiste, a été totalement atomisé. Donc c'est pour ça que la reconstruction sera lente. On peut même considérer que peut-être le débat à venir, ça va plutôt être entre la droite modérée, ou l'une des droites, face à des droites liées plutôt à ce qu'on pourrait appeler le national-populisme, ou au centrisme que représente Emmanuel Macron. Et la gauche semble hors jeu. Ce qui déstabilise d'ailleurs l'ensemble du système politique. On a besoin quand même, c'est depuis la Révolution au fond, de cette gauche, de cette droite qu'a voulu à l'époque Louis XVI. Donc je pense que nous avons besoin de retrouver cela. Mais c'est long, c'est difficile, et les effets de la présidentielle de 2017, qui font imploser le système politique, ensuite les propres turpitudes ou les erreurs de François Fillon, font qu'on est encore dans ce mouvement brownien qui n'est pas terminé. Je pense que d'ailleurs l'un des grands problèmes d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas réussi à réconcilier les Français avec eux-mêmes et surtout à stabiliser le système politique. Il n'a pas créé les conditions, par exemple, d'un nouveau parti. La République En Marche aurait pu avoir des racines idéologiques, locales, profondes. Ce n'est pas le cas. Donc le système, c'est comme une toupie. Continue de tourner sur lui-même. Et on tourne sur nous-mêmes. Alors, puisque on va terminer, comme on a commencé, sur votre rôle d'acteur public, que vous n'avez pas abandonné, est-ce que vous diriez que vous, dans les mois, les semaines, ou voire même les années à venir, ce dont vous avez envie, c'est de participer à la clarification, à la reclarification? Oui, j'aimerais participer de cette recomposition. Je n'en vois pas véritablement à ce stade de l'horizon. Je pense que d'une manière ou d'une autre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on traite un certain nombre de sujets en profondeur dans le pays. La question des retraites. Il faudra une mesure d'âge, nous le savons tous, pour financer la protection sociale. Question de l'immigration, il faut tout remettre à zéro. On peut s'opposer à Éric Zemmour, mais aussi proposer une nouvelle politique d'immigration qui passe par un renforcement notamment des frontières de l'Union européenne et par la réponse à une question, a-t-on besoin d'une nouvelle immigration? Non. Oui, bon, donc, pour les quotas. Donc je suis plutôt pour les quotas, ce qui nécessite des changements constitutionnels pour régler les problèmes, notamment sur la réindustrialisation de notre pays, sur les défis de l'école. Un choix majeur qui retrouve le soutien d'une grande partie des formations politiques ou des responsables politiques, c'est la question du nucléaire, parce que ça nécessite des investissements majeurs pour maintenir notre part nucléaire, pour construire de nouvelles centrales pour notre arme de dissuasion nucléaire. Donc et ça nécessite du temps, de la continuité, de la profondeur, des financements majeurs. Donc ça, je pense qu'on aura besoin d'unité nationale, d'union sacrée, ça c'est mon côté clémenciste, et surtout de compromis majeurs entre les formations politiques et les forces sociales de ce pays. C'est ça qui m'intéresse. La recomposition politique,
Très honnêtement, je ne vois pas encore, je crois qu'on est dans ce mouvement, dans cette toupie, dans cette pierre qui roule, et à un moment, j'espère que ça se stabilisera. On est quand même dans une société peu stable. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Manuel Merci à vous, Valls, merci de pour, cette belle voilà, occasion. votre sincérité, même si, effectivement, dans ce livre, Zemmour, l'anti-républicain, sa lecture provoquera, j'imagine, un certain débat dans la communauté, comme on dit, à l'heure actuelle. Mais voilà, on peut vous reconnaître, en tout cas, quand même, cette qualité de venir en parler, de venir défendre vos points de vue et certaines de vos constances, quand même, idéologiques. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Un verre avec, et où on continuera de parler de politique et d'œnologie. Merci beaucoup. Merci Tugla.